نفتتحوا اللقاء نتاعنا الفيرتوال هذا. دخلت في اللغه الجديده نتاعنا الويبينار، دونك على وزن سيمينار. كونيكت انترناسيونال ترحب بكم الناس الكل. العباد اللي qui se sont inscrits ou les panélistes qui sont ici en notre compagnie. نرحبوا بكم في كونيكت انترناسيونال. كونيكت انترناسيونال كما تعرفوا الناس الكل c'est une organisation syndicale. C'est le bras un peu international de Connect national اللي تدافع وتحاول تعاون المصدرين والموردين اللي يخدموا à l'international. Donc on essaie d'avoir des activités un peu de prospection sur plusieurs pays. On essaie d'aider aussi l'autre fichier اللي بحثنا SOS Export ويحكي لنا على الرول نتاع SOS Export في المجال هذا. Donc en deux mots, pour ne pas accaparer la parole, on a pensé bien faire en essayant d'exploiter الطون هذا الوقت هذا باش نحكيو شويه مع بعضنا الناس الكل، باش نعملوا un tour de table avec des responsables éminents كيما سيدريس الغربي que je respecte beaucoup et qui est le chef de port de RADS et qui représente ici la douane. ونشكر سي يوسف المزوغي اللي خول لنا واعطانا الفرصه باش سي الغربي يكون معنا الكولونيل ماجور. كيف نشكر سي يوسف ناجي زوز يوسفات دونك بتاع سيبكس اللي خول السي لطفي الشلي SOS Export le fameux numéro SOS Export qui essaie d'intervenir à chaque fois qu'il y a un problème pour l'exportateur. D'accord. Et نرحبوا في الاخير بسي وسام اللي هو يعرف الكونكت مليح، وداير وزاره اللوجيستيك ولات اسمها لوجيستيك في اطار معين. من غير ما نطول برشا الكلمه نرحب بالناس الكل. نتمنى انه تكون افاده للناس الكل، ونعطي الكلمه لمدام سلمى فيس بريزيدونت qui va un peu organiser la discussion. مرحبا بك سلمى. Merci Sifoued. Alors, je voudrais tout d'abord commencer par remercier nos invités, nos panélistes. Et je commence par présenter nos invités. Alors, c'est Salma Loumi, présidente de la Connect International. Donc, Sifoued Tawamazir qui c'est le président de la Connect International. Et Sadrine Lyoum en tant qu'exportateur. Alors, monsieur Christophe Mahler, chef d'équipe du programme MED, MSME à l'Union européenne. Si Enis Selfehem, il devait être présent avec nous de la Bird, mais il s'excuse. Donc, on parlera un peu de la plateforme qu'ils sont en train de faire à la Bird. Monsieur Wissem Mahjoub, donc directeur général de la logistique et du transport, ministère de Transport et de la logistique. Monsieur Lotfi Cheli, directeur central Foprodex, et colonel-major Idriss Gharbi, chef du bureau de RADS Port Douane. Alors, tout d'abord, on va commencer par parler de l'impact du Covid-19 sur les entreprises tunisiennes d'une manière générale et principalement les entreprises exportatrices. Donc, si on veut mettre le contexte et la crise dans un contexte microéconomique, donc plusieurs chefs d'entreprise et principalement des exportateurs donc voient leur activité et leurs exportations impactées par la crise du Covid-19. Et d'ailleurs, si on veut parler de chiffres, la CNUSED estime que les exportations vont baisser à peu près de 38 millions de dollars perte en exportation pour la Tunisie. Donc, les entreprises exportatrices font face à plusieurs problèmes. Alors, tout d'abord, il y a eu des annulations de commandes pour l'export. Donc, le chiffre d'affaires des entreprises exportatrices a baissé. Certaines entreprises se trouvent avec un stock de matières premières important. Les exportations ont baissé et par la suite, ils se trouvent avec un stock de matières premières. Parfois, les stocks de matières premières se trouvent au port et donc ils sont obligés de payer une surcharge de stock, des charges pour le stockage.
il y a des difficultés financières. Donc, plusieurs problèmes. Et là, on va parler avec nos exportateurs ici présents, on va parler de ces problèmes-là. Mais en même temps, on a vu depuis un certain temps, des plateformes et des initiatives qui ont été mises en place par plusieurs associations, par plusieurs fonds. Et là, nos chers invités vont nous parler de ça. Ces plateformes ont été mises pour aider les entreprises exportatrices. Et donc, là, on va avoir certainement des exportateurs qui vont parler de problèmes, mais aussi de solutions qui ont été mises par les représentants de nos chers des invités. Alors, on peut mettre aussi la crise dans un cadre macroéconomique. Et là, on peut dire que, et si on voit le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide, cette crise Covid-19, elle peut être bénéfique à l'entreprise tunisienne et elle peut être bénéfique à la Tunisie. Donc, on peut constater que la crise a soulevé un certain problème pour les entreprises européennes et même aux États-Unis qui dépendent, qui a une forte dépendance commerciale et industrielle vis-à-vis de la Chine et pour fabriquer et importer plusieurs produits, plusieurs biens et services. Et donc, se trouvent bloqués dans cette situation de crise. Et aussi, si on voit la chaîne de valeur, elle se trouve aussi très vulnérable. Et donc, on parle là des limites de la mondialisation. Donc, on a essayé de développer la mondialisation, d'ouvrir les frontières, mais là, on se rend compte qu'il y a des limites concernant cette mondialisation. Donc, on se pose la question, est-ce que les entreprises européennes, est-ce qu'elles ne vont pas revoir leur chaîne d'approvisionnement? Est-ce qu'elles ne veulent, pour ne plus dépendre de la Chine, leur seule source d'approvisionnement? Est-ce qu'on va pas chercher à, est-ce que ces entreprises-là ne vont pas chercher à délocaliser leur production pour les pays voisins? Et c'est là où la Tunisie peut intervenir. Et c'est là où on peut bénéficier de ces avantages-là, si on est très réactif et si vraiment on essaye de prendre cette opportunité en étant réactif et en ayant une connaissance des besoins des entreprises européennes. Et là, j'inviterai M. Razi Ben Ahmed, qui est présent avec nous et qui est économiste et président du MDI, pour parler du contexte macroéconomique. Merci à tout le monde. Et donc, on va commencer notre débat. Alors, j'invite une deuxième fois Monsieur Foued Guedjiche pour nous parler maintenant en tant qu'exportateur. Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés ces derniers temps depuis le Covid-19 et principalement aussi quelles sont les solutions? Merci Salma. Je vais essayer d'être bref pour qu'on puisse profiter des personnalités qui ont sûrement beaucoup de réponses à nous fournir. Donc, principalement, كما تعرفوا في الكوفيد فما حكايه وزاره الصناعه اللي اعطت تراخيص بعض الشركات باش تخدم. هذا متفاهمين فيه. سي لو بروميي اوبستاكل كي ا رونكونتري بليزيور سوسيتي. بون انا في مجال المواد الغذائيه دونك الحمد لله دونك خديت l'autorisation, j'ai rassemblé tant bien que mal le personnel et les moyens de bord, on a travaillé. Donc, نجي وتو للفاز confrontation مع الديكلاراسيون نتاع الديوانه والدوميسيلياسيون بانكير والدوميسيلياسيون بانكير اللي تعمل جينيرالمون 24 اور ولا 48 اور ولا تعمل في 5 ايام. وتعرفوا علاش نتعداو الباساج نيميرو 2 باش نتعداو للديوانه. نعرفوا اللي فما برشا شركات تعمل دي جروباج. Parmi les problèmes notables, c'est que, كما تعرفوا الناس الكل ما عادش عندنا اكسي للديوانيه ونعرفوا علاش فما بروبليم نتاع كونتاجيون. ثاني حاجه كي ان اوبستاكل ا مون افي
de taille, c'est que les magasins calmes, malheureusement, يخدموا ساعتين من زمان، يخدموا من 10 لنص النهار الايامات اللي فاتت. جيسبر كو زافا شونجي، وهنا سي دريس ممكن ينجم يفيدنا بمعلومه كيما هكا. الحكايه الاخرى اللي لقينا فيها مشكله ممكن زاد ضحك شويه، سي كو رابيد بوست سور سيرتين ديستيناسيون ما تخدمش. هذه المشاكل اللي تعرضنا لها. دونك رابيد بوست نتاع تونس ما تبعثش سور لافريك ان سيرتان مومون. Donc, je suis en train de déballer en vrac les problèmes que rencontre un exportateur pour qu'on puisse aller après vers les sujets les plus importants. Dernière chose, peut-être, عندها une importance, وهنا أنا فخور اللي أنا مصدر تونسي في البروسيس même de production. On a trouvé des problématiques vu qu'on a passé presque 2 semaines ما خدمناش. Français, d'accord. Excusez-moi, Alain est en train de me dire que je dois parler en français et je parle en franco-arabe, donc je vais changer. Excuse-moi, Christophe. ما فيش مشكلة. Ok. Merci beaucoup. Ah oui, شوية. Merci. Donc je continue en français et c'est un peu pour nous mettre un peu dans le bain. Donc, le process de production, parfois, on a ce qu'on appelle en Tunisie le contrôle technique. Le contrôle technique qui se fait avant qu'on puisse faire les exportations. Donc, les délais pour faire les analyses pour les produits, notamment agroalimentaires, au lieu de prendre 5 jours ouvrables, ça prend pratiquement 15 jours. Et là, vraiment, on est dans un grand problème, surtout avec les problèmes comme vous le savez, que le port de Radès, on travaille uniquement avec 2 sorties sur l'Europe, l'une mercredi et la deuxième samedi. Donc, ça pose, et on travaille à vraiment un flux tendu au vrai sens du mot. Dans ce cadre, je vais vous raconter juste une petite anecdote et pour remercier et pour faire savoir à cette audience que parfois, l'état de droit, il peut aider l'exportateur à faire, mais il faut savoir ce qu'on peut faire. Je donne l'exemple de l'une de mes sociétés qui a eu un problème de contrôle technique. Il y avait un paramètre dans l'une des analyses qui a pris 15 jours, qui a été refusé par la fameuse OFITEC. C'est le document qui nous est nécessaire pour pouvoir réaliser l'opération d'exportation. Tenez-vous bien, on a en Tunisie une haute commission d'arbitrage. Je ne le savais pas, malgré mon poste, malgré mon expérience, je ne savais pas qu'il y avait une haute commission d'arbitrage qui peut arbitrer entre l'OFITEC et l'exportateur. Donc, messieurs les exportateurs, à connaître cette information. Donc, cette réunion, je suis vraiment fier d'être un exportateur tunisien et là, je dégage des ondes positives pour tout le monde. Cette réunion s'est réunie en 24 heures. Il y a 23 membres et ils m'ont donné gain de cause et j'ai pu exporter aujourd'hui mes produits. Donc, cette instance, elle existe. Cette réactivité au niveau des instances administratives, elle existe. Comme chez la douane, comme chez le ministère du Commerce, comme chez tous les intervenants dans le domaine de l'export. Et tout à l'heure, avec Sidris, je parlais d'un point très important, c'est l'export, on dit en arabe « aqliya ». Donc, c'est une mentalité. Soit on a cette mentalité pour pousser l'export, soit on ne l'a pas. Je ne veux pas accaparer la parole. J'ai terminé seulement et merci. Merci Sifouet. Alors, je voudrais remercier Monsieur Christophe Malherbe d'être présent avec nous. Est-ce que vous pourrez nous parler du programme régional de l'Union européenne qui va être lancé au mois de mai? Et je pense que vous lancez aussi une plateforme Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de renseignements sur cette plateforme et comment est-ce que les entreprises exportatrices peuvent bénéficier des aides de l'Union européenne? À vous la parole. Madame Elioumi, participant, merci beaucoup de m'avoir invité à venir présenter. Est-ce que vous pouvez juste remonter le son parce qu'on n'arrive pas. Voilà, c'est bon. Est-ce que c'est mieux là? Oui, c'est parfait. Merci. D'accord. Donc, merci de m'avoir invité. Je suis non seulement intéressé pour partager ce que nous faisons, mais surtout d'écouter les exportateurs, pardonnez-moi, et la Connect. Et Sifouet nous a donné un certain nombre de pistes extraordinairement intéressantes, non seulement sur les problèmes rencontrés, mais aussi sur les solutions. Alors, les solutions, c'est un petit peu l'idée de notre programme. On parle souvent de politique, donc nous sommes un programme
on va dire, qui est au niveau plutôt macro, au niveau plutôt politique. Et merci d'avoir souligné l'importance des aspects macro, des aspects stratégiques. Effectivement, en Europe, on va avoir des repositionnements qui seront aussi des opportunités pour les entreprises, notamment tunisiennes. Mais je dirais que l'OCDE sont ceux qui couvrent vraiment la politique purement macro. Nous, on s'intéresse à comment opérationnaliser les politiques. Et notre credo, et c'est là où on va lancer cette plateforme Covid-19, c'est de se dire aujourd'hui, on a tout un ensemble d'initiatives qui sont prises dans les 8 pays du Sud méditerranéen que nous couvrons, dont la Tunisie, et notre siège est à Tunis, hein, au lac 2. Donc, on a un rapport privilégié avec la Tunisie de ce point de vue-là aussi, indépendamment du cœur. Et l'idée, c'est qu'il se développe aujourd'hui en Jordanie, en Égypte, au Liban, au Maroc, aussi des réponses. Et que collecter ces informations, à savoir sur des programmes vraiment d'opérationnalisation des politiques, il ne s'agit pas, encore une fois, de rester au niveau macro et au niveau de savoir qu'est-ce qui est fait effectivement. Je pense que, par exemple, lorsque vous parlez de cette commission d'arbitrage, pour nous, c'est une bonne pratique. Et je pense que beaucoup de pays du Sud méditerranéen seraient très intéressés, peut-être étonnés même, du fait qu'un organisme comme ça existe et puisse donner satisfaction à l'exportateur qui se trouve confronté avec un problème de contrôle ou quoi. Donc, si vous voulez, cette plateforme sera orientée sur les solutions pratiques mises en œuvre et les outils. Les outils, je vous donne un exemple. La Tunisie a lancé un appel à proposition auprès des sociétés de technologie de l'information pour appel tout à fait ouvert en disant qu'est-ce que vous pourriez amener dans le cadre de la réponse au Covid-19, problème soulevé par le Covid-19. Donc, c'est un appel à proposition tout à fait ouvert avec des subventions à la clé pour que les jeunes startups ou peut-être les sociétés plus matures puissent apporter des solutions. Ça, c'est une bonne pratique de notre point de vue. Et il y a des guidelines, des préconisations pour pouvoir répondre à cet appel à proposition. Et ça, c'est l'outil. L'idée, c'est une chose, l'outil, c'en est une autre. Et le fait de mettre à disposition ces outils devrait permettre aux acteurs dans le secteur de bénéficier plus rapidement de ces bonnes pratiques. L'idée, enfin, et je ne veux pas non plus monopoliser la parole, mais l'idée, bien sûr, est de travailler avec le secteur privé, très étroitement, d'écouter les exportateurs. Nous avons un lien privilégié avec la Connect et les autres organisations patronales. Et donc, c'est pour ça que nous allons vous inviter, lorsque nous aurons commencé à identifier les premières bonnes pratiques, de façon à ce qu'on en discute, que vous nous disiez ce qui vous intéresse, en quoi et sur quoi nous devrions creuser plus, de façon à vous accompagner le plus rapidement possible. Ça, c'est la réponse immédiate. Dans un deuxième temps, on va continuer le travail qu'on avait commencé avant Covid, c'est-à-dire faire l'analyse des politiques d'exportation et des outils d'exportation, une analyse comparative de ce qui se passe au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Jordanie, sur les 8 pays du Sud méditerranéen, et de voir comment chaque pays répond de manière plus ou moins satisfaisante vis-à-vis du secteur privé, aux attentes du secteur privé. Voilà. Mais ça, c'est après de se poser la question de savoir comment tirons-nous bénéfice aussi de cette crise pour que les entreprises exportatrices soient le fer de lance de la reprise. Voilà. Et la seule chose, je dirais, qui nous est évident aujourd'hui, c'est qu'il va falloir aller très vite parce que les entreprises chinoises sont en train de se déconfiner déjà depuis 15 jours. Et on sait que ce sont des gens extraordinairement rapides, Exactement. Agiles, flexibles. Donc, il va falloir nous-mêmes, l'Union européenne la première et nous-mêmes les premiers, être le plus réactifs possible. Voilà, merci. Je suis ouvert à toutes les questions, bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur Christophe. Effectivement, on doit être vraiment agile et très réactif parce qu'on n'est pas les seuls sur le marché. Comme vous avez dit, la Chine est très réactive. Et au contraire, donc on doit voir cette crise comme opportunité, mais aussi on doit être la réactivité, c'est la chose la plus importante à faire
et à comprendre tout d'abord les besoins de ces entreprises européennes pour pouvoir avancer. Et je vous remercie pour les outils que vous mettez en place pour faire bénéficier les entreprises exportatrices. Et on est vraiment intéressé de travailler avec vous en collaboration parce que, comme vous savez, nos adhérents, on a beaucoup d'adhérents d'entreprises exportatrices et donc on sera honoré et enchanté de travailler avec vous pour cette période post-Covid. Merci. Alors, maintenant, je donne la parole à Monsieur Wissem Mahchoub, directeur général de la logistique et du transport, ministère du Transport et de la Logistique. Aslem Assi Wissem, marhaba bik. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des problèmes auxquels vous faites face actuellement pour le transport et logistique? Donc, nos exportateurs, à chaque fois, ils nous disent il y a des problèmes de transport logistique, comment est-ce qu'on peut faire? Donc, on est heureux que vous soyez là aujourd'hui pour parler des problèmes auxquels vous faites face, mais aussi des solutions que vous avez mis en place pour les exportateurs. Merci. Donc, disons, des problèmes que nous avons vécus, disons, pour faciliter les exportations, ce sont des problèmes, disons, liés aux autorisations de circulation. C'est-à-dire, on a eu beaucoup de requêtes, disons, des prestataires de services logistiques pour pouvoir, disons, accéder aux ports, aux aéroports, disons, facilement. Mais apparemment, il y a eu, disons, des interprétations au niveau, disons, des agents des polices pour les autorisations. On a essayé de lever, disons, ce malentendu à travers une coordination qui a été faite auprès du ministère, disons, des Affaires sociales. Et, disons, les choses se sont améliorées. Pour le ministère du Transport, nous avons essayé de maintenir le service dans les ports, disons, avec, disons, le minimum strict, mais quand même, pour ne pas, disons, retarder les exportations sur tous les flux tendus. Et nous avons fait la même chose du côté aérien pour tout ce qui est fait aérien. Ça, c'est à court terme. Mais actuellement, disons, si on va parler, disons, de l'après-Covid, il y a des actions, disons, court et moyen terme pour la stabilisation du dispositif national de la logistique en partant du port de Radès. Donc, il y a tout un comité qui a été créé pour, disons, séparer les flux entre les ro-ro et les conteneurs, le régime de travail 24 sur 24, la restructuration de la STAM et la construction du quai 8 et 9 avec un partenaire stratégique, disons, l'entrée en exploitation réelle du TOS, ce sont des chantiers court et moyen terme. Et nous avons, disons, des chantiers qui sont prévus à long terme et qui ont un caractère macroéconomique, c'est-à-dire comment hisser la Tunisie en tant que hub logistique pour pouvoir jouer un rôle disons, important pour la période après Covid, tout en sachant qu'actuellement il y a une pression par certains acteurs économiques européens qui veulent revoir le principe de la mondialisation. On parle d'un nouveau concept, la régionalisation. Ce concept-là peut faire profiter la Tunisie d'un positionnement stratégique en tant que hub logistique qui va permettre à la Tunisie d'attirer une nouvelle gamme d'IDE et de, disons, créer des flux logistiques qui vont faire rayonner le réseau de plateformes logistiques qui est programmé à moyen et long terme. Merci beaucoup, merci. Alors, bon, Monsieur Enis Elfem, il devait être là de la Bird et il devait nous parler aussi d'un programme export. Bon, on le mettra dans l'email que nous allons envoyer à tous nos participants. Comment est-ce que les entreprises exportatrices peuvent bénéficier de ces aides-là? Monsieur Lotfi Chali, directeur central du FOPRODEX. Alors, là aussi, je pense que le CEPEX a mis en place une plateforme pour accélérer c'est-à-dire les aides pour l'obtention des primes d'exportation. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette plateforme?
السلام عليكم. انا اول شيء نثمن البادره هذه نتاع الكونكت، حاجه طيبه جدا ان ندخلوا باتصال مباشر مع الاخوين الكل والفاعلين في قطاع التصدير. السباكس يحط على ذمه المصدرين اليه دعم و اللي هي تسمى الفابرودكس. الفابرودكس يعاون المصدرين انه يرجع لهم نسبه من كلفه النقل عند التصدير. هذا مباشره اللي يهم النقل. اما كذلك فيه ليزاكسيون بروموسيون، كل ما هو عمليات تهم ليزاكسيون بروموسيون، سيت ويب، كاتالوج، بروسبكسيون مارشي، بارتيسيباسيون فار، كل هذه فيها نسبه يسترجعها المصدر عند قيامه بالعمليات هذه. اللي يهم الاكثر ما نعرفش، مش كان الفابرودكس اللي يهم الاكثر واللي في صميم الموضوع نتاعكم اليوم هو مشاكل التصدير. هذا اللي يهم كثير، لأن المصدر يعاني قبل الكوفيد وزاد الكوفيد المعاناة أكثر نتاع المصدرين. وهنا ما بنتكلموش بكلام راهو بالبواندوات، نحبوا نحطوا النقاط على الأحرف ونحطوا الإصبع على الداء. مشاكل المصدرين ممكن معالجتها بأبسط الأشياء اللي هي العقلية، كما كان يقول سي فؤاد، عقلية الادمينستراتور. أنا من بيدي في الادمينستراسيون، اما يلزم العقليه نتاع الاخويا في الادمينستراسيون تتبدل، انه يكون يشعر هو بيد المصدر. يعني لما عمليه التصدير ما تتمش فهذا نقص اللي هو، وهذا لازم يكون يحس في نفسه، مش لمبولات ما يهموش صدرت ولا ما صدرتش، فكرا ولا ما فكرنش، مش هذا. شنو الاشكاليات راهو اللي بهم اللي يلزم يتعالجوا توا في وقت الحاضر؟ ما فماش موجب باش الانسان يصدر ويدفع التي في اي. لي زاتيستاسيون داشونس بونسيون تي في اي اللي موجودين توا في على النيفو نتاع الخباطات واللي المصدرين يعانيوا باش ياخذوهم. هل لاشونس بونسيون تي في اي راه ماهوش امتياز، راهو حق. ما نتصورش توا انا في الوقت الحاضر انسان يصدر ويخلص التي في اي. علاش؟ على خاطر فما روتين وفما مشاكل في القباضات. الفيزا دومباركمون اللي الديوانه فيها اشكاليات كبيره، المفروض تتعالج وتتحط على السيت، وقالوا باش يحطوها سور ليني، ما فما شيء، باقي الاشكاليات قائمه. هذا الموضوع الاول. الموضوع الثاني، الموضوع الكبير هو نتاع شبكه الاحاطه بالمصدرين، خاطر انا راني ديريكتور سنترال اسيستونس، مش فوبرودكس، اسيستونس. فيها الفوبرودكس وفيها الاس او اس اكسبور هذا، وفيها شركات جهه دوليه. الاس او اس اكسبور هذه فيها خليه، فيها شبكه احاطه بالمصدرين. وين الشبكه هذه؟ عندها قداش؟ تو وقت 3 سنين غايبه في الانعاش، وتو وقت ان هي ترجع. شنو هي الشبكه هذه؟ هي المفروض ريزو نتاع اهم الفاعلين في حاله التصدير، باش اي اشكال يتعرض المصدر عندنا فيزافي نتصلوا به، يكون فاعل ويكون يعاوننا باش نبروسيرمونتي البروستاكل هذا، باش نتجاوز الاشكال ونلقاو الحلول. هذا ما عادش. توا احنا قادمين على موسم تصدير المواد الفلاحيه، توا هي بدات تمشي الفراز والخوخ والعوينه والقماش وكل على بعضه. المفروض كان فما بيرو في المطار نتاع اللي حاطب المصدرين مسكر، عنده 3 سنين واش مسكر. الى متى؟ لا بد تفعيل هالشبكه هذه، وخاصه في الوقت الحاضر، باش المصدر وين يلقى اشكاليه يلقى شكون يسمعه، يلقى شكون يعاونه. راه ما تصورش قداش انا واحد من الناس نحس بنشوه كيف نحلش كي المشكله نتاع مصدر، وهو بيدو وقت يلقى شكون يسمعه يفرح حتى ما تقضيلوش. هذا الاشكال الكبير راهو. هذا النقطه الاساسيه اللي يلزم نركزوا عليها، اعاده تفعيل شبكه الاحاطه بالمصدرين. هذه النقطه الاولى اللي حبيت نفيدكم بها الساعه. Merci beaucoup. Yatik Saha, si Lotfi. Et je pense que avec tout ce que vous avez dit, donc là il y a plusieurs problèmes auxquels font face les exportateurs. Et je pense que vous avez déjà fait une introduction pour colonel-major Driss Gharbi pour nous parler de la situation à la douane, la situation au port de Radès et qu'est-ce que vous avez mis en place pour résoudre certains problèmes. À vous la parole, si Driss Gharbi.
Alors, merci. Salut à tous. Merci de m'avoir invité pour ce séminaire en ligne. Tout d'abord, je... سامحني سي إدريس juste est-ce que تنجم شي تقوي شوية في الميكرو merci. D'accord. C'est bon. C'est bon, الصوت هكا؟ ما عمل شيء. Il est معناتها vous pouvez commencer bon s'il y a un problème. اسمح خليني نشوف قديش مليان تاع الصوت. فوليوم غالي على الاخر هيك. على الاخر في بالي على الاخر الصوت عندي. C'est bon on peut commencer. قرب هكا شويه تقدر تسمعوا هكا. اي parfait voilà. شويه وبرك. نقرب شويه هكا. Voilà. Donc, salut à tout le monde. Merci. Merci de m'avoir invité à cette réunion. C'est une première que nous souhaitons qu'elle se répète davantage. Donc, la douane, toujours, elle est la cible de tout le monde lorsqu'on parle des problèmes des exportations et des problèmes des exportations et des importations. Donc, je tiens à préciser que la douane, en fait, est un prestataire de service. C'est-à-dire lorsque l'exportateur ou l'importateur se présente à la douane avec une déclaration, la douane, elle fait un concours à d'autres services. C'est-à-dire lorsque un contrôle technique est exigé pour un produit, ce n'est pas la douane qui va résoudre le problème. Ce contrôle technique doit être produit. Si un contrôle technique ou un OFITEC est expiré avant l'exportation, le blocage, c'est sûr, la marchandise va être bloquée au port, mais ce n'est pas la douane qui est la cause. La cause de plusieurs problèmes, elle dépend d'autres départements qui sont à l'origine de ces problèmes, tels que l'OFITEC ou le contrôle technique. Pour les déclarations d'exportation, j'essaie de vous donner quelques chiffres quant aux affectations des déclarations, comme vous avez dit, M. Fouet. Avant le Covid ou après le Covid, les déclarations d'exportation, la quasi-totalité des déclarations sont affectées au couloir vert. C'est-à-dire, à partir de la recevabilité, c'est automatiquement l'opérateur peut passer à la caisse directement sans étude de la déclaration. Donc, je veux vous donner quelques chiffres. J'ai pris 2 journées, la journée de 34 2019 et la journée du 34 2020. On constate que pendant la journée de 34 2020, il y a 70 déclarations au couloir rouge, 82 déclarations au couloir orange et 195 déclarations au couloir vert. Donc, la même date pour l'année 2020, c'est sur 290 déclarations, c'est 161 déclarations au couloir vert, 70 déclarations en couloir orange et 59 déclarations en couloir rouge. Donc, le nombre de déclarations affectées au couloir rouge, c'est 20% pour les 2 journées. C'est 20% pour 2019, aussi bien 20% pour la même journée de 2019. Donc, ça n'a rien changé pour les critères de sélectivité. Donc, ici, je parlerai aussi de la présence de la douane pendant cette période de Covid-19. Vous savez que la douane, c'est la structure qui n'est pas concernée par le confinement. On est toujours présent sur site, dans les ports et aéroports, selon le nombre et l'activité de la structure. Donc, pour le port de Radès, dès le commencement du confinement, on est présent à 35% de notre effectif
Et à partir du 15 avril, on a augmenté notre effectif à 50%. Donc, le problème de la douane ne se pose pas, même en pleine crise. On est là et on essaie de résoudre les problèmes. Même, vous avez, M. Shelley, à maintes reprises, vous m'avez appelé, vous ou quelqu'un de vos collègues, pour intervenir sur un problème quelconque. Merci beaucoup aussi Driss Gharbi pour votre réactivité. Merci pour les exemples chiffrés que vous avez donnés. Bon, on pense que les exportateurs aussi ont un problème des frais de surstockage avec la STAM. Bon, on aurait dû inviter un représentant de la STAM, mais il y a aussi ce problème-là et je le vois même dans les questions, on parle de ça. Merci. Alors, on a parlé du contexte microéconomique, des problèmes et des solutions pour les entreprises exportatrices. Mais comme a dit Monsieur Christophe, on peut aussi parler du contexte macroéconomique. Et comment est-ce que l'entreprise exportatrice tunisienne peut bénéficier de ce contexte-là pour se repositionner et pour augmenter ses exportations principalement vers les pays européens. Et là, j'invite M. Razi Ben Ahmed, qui est économiste et président du MDI, pour nous parler, qui a écrit plusieurs articles, je pense que le dernier date d'hier. Comment est-ce que l'entreprise tunisienne peut effectivement bénéficier de ce contexte-là? Razi, est-ce que tu es là? Oui, voilà. Vous m'entendez? C'est bon? Tu es C'est bon. À Tunis ou à Los Angeles? J'ai gardé le téléphone m'a donné un background automatique, donc j'ai pas eu le temps de l'enlever. Donc oui, voilà. C'est pas grave, tu nous fais voyager avec toi. Donc. Voilà. On a toujours besoin de rêver un petit peu. Hein. Oui, certainement. Donc, je pense que tout le monde est d'accord aujourd'hui sur le fait qu'on ne pourra s'en sortir qu'en misant sur nos exportations. Ça devient vital. Il faut exporter en qualité et en quantité. Et personnellement, je classerai les problèmes en interne et en externe. En interne, je pense que les intervenants qui m'ont précédé ont bien brossé le tableau. Que ce soit Sifoued ou la personne les deux personnes qui ont parlé après, on a de gros problèmes structurels et on le sait depuis avant la révolution. On connaît nos goulots d'étranglement, le problème du port de Radès, les ports, la logistique. On parle de Radès depuis maintenant bientôt 20 ans, qu'il faut agrandir Radès, les quais, le port en eau profonde. On a un problème de prise de décision et d'audace pour aller de l'avant par rapport à une vision et des diagnostics qu'on connaît parfaitement, histoire de rajouter un petit peu à nos griefs. Pendant ce temps-là, les Marocains, eux, avancent, ont pris des décisions sur la logistique, sur l'Afrique. Ils ont fait Tanger 1, Tanger 2, ils ont amélioré leur infrastructure, leur secteur bancaire, etc. Ils se sont donné vraiment l'opportunité de pouvoir exporter, d'être une puissance sous-régionale ou régionale. Donc, et je vais juste commenter sur le secteur interne, les problèmes internes, avant d'attaquer l'externe. Pour moi, je pense que cette pandémie de Covid doit nous pousser à prendre des décisions radicales et arrêter le rafistolage. Par rafistolage, j'entends le programme, par exemple, TOS de la Banque mondiale sur Radès, qui est un véritable flop. J'étais parmi ceux qui étaient opposés à du rafistolage. Toutes les petites mesurettes que l'on pourra prendre ne serviront à rien. Si on veut vraiment devenir une puissance exportatrice, un hub d'export-réexport, comme l'est devenu Dubaï, comme l'est le Maroc, etc., il va falloir prendre des mesures
radicale, et par mesure radicale, j'entends des privatisations partielles ou totales. Aujourd'hui, le port de Rades a besoin d'un opérateur stratégique, qu'il soit chinois, hongkongais, Dubaï, Amsterdam, Marhaba. L'essentiel, c'est qu'on ait un partenaire stratégique qui nous amène une partie de son carnet d'adresses et de son trafic qui le reroute par Tunis. Tant qu'on ne fera pas cela, on n'avancera pas de façon ambitieuse. C'est-à-dire, on vivotera, mais on n'exprimera pas nos ambitions à 100%. Donc, Rades, privatisé partiellement ou totalement, à voir, à négocier bien sûr avec l'UGTT, partenaire social incontournable, mais je pense qu'eux-mêmes le comprennent. Il y a juste des négociations parce qu'ils doivent garder, ils doivent pas perdre la face, ils doivent garder un élément de pouvoir, ils doivent garder un élément de négociation logique. Ok. Tunisair, aussi privatisé. Je ne vois pas pourquoi on garderait Tunisair alors que l'Allemagne, Lufthansa, a vendu Germanwings et s'est débarrassé de ses A380, la moitié de la flotte. Parce que officiellement, leur rapport leur dit que le secteur aérien ne récupérera pas avant 3 ans. Ça va être la même chose pour Tunisair. On a des avions cloués au sol. On a une opportunité de vendre partiellement Tunisair et d'en faire une compagnie compétitive. Faisons-le. Donc, vous voyez, pour moi, le rafistolage, c'est fini. Il faut aller sur des mesures ambitieuses. Et la STAM, la même chose. La STAM, il faut privatiser la logistique, il faut introduire de la concurrence. Et ça, c'est pour le volet interne. Sur le volet externe, tout le monde l'a bien senti que la mondialisation, même si elle repose sur des bons concepts, sur le concept de réduction des coûts, d'efficience, de spécialisation, elle a engendré des vulnérabilités. Et je vous donne juste un exemple de ces vulnérabilités. D'abord, c'est le fait que certains produits ne sont produits qu'en Chine. Et donc, quand on sait que 60% de la production mondiale de paracétamol est en Chine, 90% de la production de pénicilline est en Chine, 50% d'ibuprofène est en Chine, ça fait énorme. Alors, ça, on l'a vu, l'Europe fabrique encore l'essentiel de ses médicaments, mais dépend de l'importation de matières premières de Chine. Ce qui veut dire que quand la Chine s'arrête d'exporter, l'Europe n'a plus de médicaments essentiels. Et ça va laisser des traces. Ça va faire qu'une partie de la production va dorénavant être relocalisée en Europe. Tout ne pourra pas être relocalisé en Europe parce que c'est trop cher, parce que ça doit se faire petit à petit, parce que le commerce mondial, c'est pratiquement du commerce de matières premières et de pièces d'échange, de rechange. Donc, tout ne pourra pas être relocalisé. Et en plus, c'est quelque chose qui va se faire petit à petit, à part le secteur santé, médical et pharmaceutique. Donc, est-ce que ça va altérer la mondialisation? Oui, d'une certaine façon. Vers comment? Ça ne va pas stopper la mondialisation, ça ne va pas stopper, on ne va pas aller vers du protectionnisme, on ne va pas s'isoler. Je ne pense pas que ça va être le cas parce que c'est impossible. Les pays qui vont devoir relancer leur économie, comme l'Europe et comme les États-Unis, eux aussi auront encore besoin du commerce. Alors, Pascal Lamy, ancien PDG de l'OMC, donne un début de réponse et parle de précautionnisme. Précautionnisme, c'est-à-dire, en quelque sorte, on ne va plus protéger les entreprises en Europe, on va protéger les consommateurs. Et donc, on va aller vers de plus en plus de normes contraignantes, normes standards, normes de qualité, normes environnementales, normes sanitaires, phytosanitaires. Ça va être les normes qui vont désormais gérer en quelque sorte l'accès au marché. Et pour ces normes-là, mon analyse personnelle, pour ces normes-là, on va devoir aller vers des accords de nouvelle génération avec l'Union européenne. Parce que l'accord actuel que l'on a sur les biens industriels n'est pas outillé pour nous permettre d'accéder au marché européen post-Covid, basé sur le précautionnisme et la résilience des firmes. Donc, en quelque sorte, la conclusion est très simple. Pour aller vers ces normes-là, il va falloir les négocier. Pour les négocier, il faut revenir à la table des négociations avec l'Union européenne pour quelque chose qui ne sera plus à l'ECA, qui sera différent. L'ALECA avait certains objectifs qui maintenant vont devoir être ajustés. Alors, on pourra l'appeler d'un nouveau nom, mais si on veut avoir notre chance
de relocaliser une partie de la production européenne chez nous, face à la concurrence marocaine, turque et autres pays, il va falloir signer au plus vite un accord avec l'Union européenne. C'est inéluctable. Et donc, ça d'une part, et je pense aussi que les Chinois vont prendre les leçons, ils vont comprendre qu'ils ne peuvent pas garder toute la production chez eux, parce qu'ils vont être en quelque sorte bannis ou empêchés. Ça va sonner encore très mauvais de dépendre encore de la Chine. Et donc, je pense que les Chinois eux-mêmes vont relocaliser près de l'Europe, dans la Méditerranée, que ce soit au Maroc, en Tunisie. Donc, il va y avoir un double mouvement de relocalisation, européen et chinois. À nous d'en profiter, à nous de se donner l'opportunité de capter cela pour ce que j'ai appelé servir de backup régional pour l'Europe. Backup régional, c'est bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que une solution de rechange rapide pour les entreprises européennes lorsqu'elles ont besoin de produits ou de produits intermédiaires. Et à nous donc de faire en sorte d'avoir cette politique ambitieuse en interne avec les ajustements et les réformes que l'on doit introduire, surtout sur tout ce qui est port, douane, logistique, etc. Il faut se donner plus de moyens, il faut donner plus de moyens à la douane, qui fait un travail que je salue ici, mais il faut leur donner plus de moyens pour être en état aussi d'aller en qualité avec les besoins du moment. Et puis, d'un point de vue réglementation, car il faudra négocier ces nouvelles normes pour être capable d'accéder sur le marché européen. Voilà en deux mots et ce que je voulais dire, et je suis bien sûr à votre disposition pour des questions. Merci. Merci beaucoup, Razi. Est-ce que, Monsieur Christophe, est-ce que vous voulez parler un peu de l'ALECA et est-ce qu'il y a la possibilité de cette signature de l'accord avec l'Union européenne? Non, on n'entend pas. Monsieur Christophe? Ah voilà, là vous devez Voilà. m'entendre. Voilà. Merci de cette analyse extrêmement complète et de mon point de vue très pertinente, Sirazi. Il est beaucoup question d'Europe. Je n'ai pas le mandat malheureusement pour parler au nom de l'ALECA, dont on sait que c'est un accord qui a posé soulevé un certain nombre de questions lors de ces négociations. En revanche, je souscris tout à fait à l'analyse qui est qu'il va y avoir un certain nombre de repositionnements stratégiques des entreprises européennes vers le voisinage européen, qu'il soit Est ou Sud. Et je pense qu'il y a effectivement une carte à jouer extraordinaire du Sud et d'en venir à un vrai accord de prospérité commune, ce qui était le fondement, je dirais, de l'accord de Euromed. Prospérité commune qui, de mon point de vue, n'a pas toujours été l'élément moteur de l'accord. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours défendu un accord dans lequel l'Europe et le Sud méditerranéen se mettent ensemble pour conquérir le monde. Et ce n'est pas simplement pour que les entreprises tunisiennes accèdent à un marché européen qui est de 400 millions, qui est le plus grand marché, le plus normé, le plus sophistiqué. Non, je crois qu'il faut qu'on aille au-delà de ça. Je pense qu'effectivement, vous avez mentionné le Maroc. Le Maroc s'est tourné depuis 20 ans vers l'Afrique aussi. Ils ont pris beaucoup d'avance. Ils ont d'abord projeté leurs banques, ils ont projeté leurs sociétés de télécom, donc de l'infrastructure. Et derrière, il y a un certain nombre d'industriels qui ont suivi. Peut-être pas suffisamment, mais il y en a un certain nombre. L'Égypte est en train de se repositionner vers l'Afrique de manière très, très puissante, d'autant qu'ils ont la présidence de l'Union africaine actuellement. La Tunisie, effectivement, via Enfida, via l'aéroport d'Enfida, peut aussi avoir une stratégie vers l'Afrique. Bon, tout ça pour dire que les accords entre la Tunisie et l'Union européenne devront être vus au travers, pour moi, d'un prisme à trois faces. La première chose, c'est la demande des grandes entreprises européennes, parce que ce n'est pas l'Europe qui décide. Ce sont les grandes entreprises européennes.
Et quand on parle de normes, j'aime beaucoup l'idée du précautionnisme, mais il y a aussi des lobbies des grandes entreprises en Europe qui sont là pour faire avancer les normes et pour créer des barrières à l'entrée, soyons clairs. Hein. Donc, ce sont les grands lobbies dans l'agroalimentaire, dans l'industrie, dans les services aussi, évidemment. Donc, je pense que, comme vous le disiez fort justement, il va s'agir de négocier. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va tomber tout cuit et qui va bénéficier à tout le monde comme par enchantement. Non, non, c'est quelque chose qu'il va falloir effectivement négocier. Maintenant, je pense que effectivement, le Covid donne l'opportunité d'aller revoir ces accords. Je pense que c'est quelque chose qui va ressortir de nos travaux et certaines recommandations vont être poussées là-dessus en disant ayons des stratégies, ayons une stratégie qui se démarque de ce qui était prévu dans le cadre de la LECA pour aller vers quelque chose qui est plus ancré sur le partenariat euro-méditerranéen tel qu'il peut se matérialiser au travers des entreprises. Voilà. Et ça, parfois, on avait tendance un petit peu à l'oublier. Ceci dit, le Covid ne va pas résoudre aussi tout un ensemble de questions qui sont majeures, à savoir l'obtention des visas. Hein, si on veut exporter, si on veut s'internationaliser vers l'Europe, il faut avoir accès à des visas. Donc, il y a aussi le volet, la dimension politique qui est associée à ça. Et je pense que le Covid, la crise du Covid peut amener à ressoulever la question, puisqu'aujourd'hui, on a des gens, je dirais, l'esprit peut-être plus ouvert parce qu'ils ont été stressés. Après, il y a une autre chose extraordinairement intéressante à laquelle je n'avais pas pensé, je dois dire, c'est le fait que les Chinois eux-mêmes vont probablement essayer de produire plus proche de l'Europe. Et là, évidemment, la Tunisie a une carte maîtresse à jouer. Et donc là, c'est plutôt la stratégie d'investissement. Hein. L'ex-FIPA, je ne me souviens plus quel est le nom exact de l'agence de promotion des investissements en Tunisie, mais qui aura évidemment un rôle extrêmement intéressant à jouer. Juste une petite remarque, puisque notre métier, c'est d'essayer de faire un petit peu des comparaisons. Si on regarde au Maroc, vous avez évoqué le Maroc, Maroc Export et l'AMDI, hein, l'AMDI qui étant l'agence de promotion des investissements, ont été fusionnés il y a 1 an. Et donc, nous sommes allés demander aux Marocains, mais pourquoi vous avez fusionné l'export et l'investissement qui relèvent en plus de 2 ministères différents. Donc, c'est quand même un exercice qui est un petit peu compliqué politiquement parlant. Et ils nous ont dit, mais parce que nous, notre stratégie export est ancrée sur les investissements. Et les investissements vont venir si on a des infrastructures. C'est pour ça qu'effectivement, on a fait le port en eau profonde, on a fait le TGV, on a développé ces écosystèmes qui attirent les investissements. Ces investissements intègrent des PME exportatrices dans le supply chain et on va les faire exporter avec nous. Donc, je pense que ça, c'est par exemple un modèle qui est extraordinairement intéressant. Je ne dis pas que ce soit la bonne pratique. Je pense que chaque pays doit voir midi à sa porte, mais on peut envisager. Donc, désolé, je fais une réponse un peu longue à une question qui était très précise. Vous me demandiez si l'Europe serait ouverte à renégocier les ALECA. Ça, malheureusement, je n'ai pas la réponse. Ce que je peux dire en revanche, c'est qu'il est absolument, le temps est tout à fait opportun pour avoir des gens qui sont plus à l'écoute de solutions innovantes et qui sont peut-être en rupture par rapport à la pensée qui a gouverné ces dernières 10 ou 15 années. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Christophe. Merci à tout le monde. Alors là, je vois beaucoup de questions. Donc, je demanderai aux participants s'ils ont des questions à lever la main qu'il y a sur l'écran. Et on prendra 3 questions peut-être. Et après, nos participants répondront à ces questions-là. Alors, donc, je vois… donc, Monsieur Mourad Ben Mahmoud, Aslen Berjab et Adel Benani. Donc, si Mourad. Mourad, oui, tu peux parler.
Alors, on est en train d'ouvrir les micros des participants. C'est bon? C'est bon, le micro est ouvert, je pense. Salma, ce n'est pas moi. Je n'ai pas demandé. Ah, d'accord, ok. Donc, alors, Aslen Berjab. Aslen, il faut juste désactiver le micro. Activer le micro. Aslen, tu m'entends? Est-ce que tu peux juste activer le micro? Salma, il a dit qu'il n'a pas accès au micro, mais il a posé sa question par écrit, si tu veux la lire. Allô? C'est bon, il peut parler là. Vous m'entendez là? Oui, oui. Très bien. Vous voulez que je mette la vidéo ou... Allez-y. Je sais pas si je suis désolé, je ne me suis pas préparé. En fait, je vous remercie tout d'abord pour ce webinaire très intéressant où il a été question donc principalement des procédures à l'export, un peu moins de l'aspect macroéconomique sur l'avenir des exportations en Tunisie. Je remercie aussi l'intervention de l'administration tunisienne, de Razi et de Foued, bien sûr, et vous-même, Salma. En fait, on a beaucoup parlé de comment tirer profit de la crise. Oui, tirer profit, oui, mais ça, c'est du moyen et plus ou moins long terme. Mais à très court terme, on a un problème pour sauver certains opérateurs économiques tunisiens, certains exportateurs qui connaissent des difficultés monstres. Je dis bien monstres et je pèse mes mots. En fait, dans certains secteurs, en l'occurrence le cuir et textile, l'habillement et textile et le cuir, on a des opérateurs économiques aujourd'hui qui ont vu des commandes annulées d'une manière inquiétante. On a aussi des opérateurs économiques qui agissent dans ces secteurs-là, qui font du produit fini, qui ont acheté de la matière première et qui se sont vus doublement sanctionnés. Donc, j'appelle l'administration tunisienne, l'État tunisien, à intervenir d'une manière différente que les aides qui ont été faites à ces opérateurs économiques au sens large, aux opérateurs économiques au sens large et aux employés, mais à faire des aides et allouer des aides ciblées pour les assister encore plus à se relever, à retrouver des marchés, à profiter donc des opportunités et à les prendre par la main pour savoir les faire saisir. Et donc, c'est une assistance qui doit être faite du sur-mesure pour la partie exportation. Nous, aujourd'hui, vous avez un webinaire lié à l'exportation. Et donc, je crois qu'il y a des aides dans un livre blanc ou dans vos recommandations. Il faudrait que l'État fasse des aides spécialement conçues pour l'exportation, pour les prendre par la main, comme je vous ai dit tout à l'heure, et pour les aider à saisir de nouvelles opportunités. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Aslen. Merci. Et on partage cette idée et c'est vrai que l'État tunisien doit aider les entreprises exportatrices dans ce sens. Alors, Monsieur Khaled Ben Gharbeya. Oui, Aslema. Merci d'intervenir rapidement. Je m'aligne à ce qu'a dit Sirazi tout à l'heure quant à l'état des lieux en ce qui concerne le port de Radès, les difficultés de la manutention. Et puis, je m'adresse tout de suite à Assi Mahjoub, qui a la responsabilité de la logistique aujourd'hui et du transport multimodal. C'est pas uniquement donc c'est tous les modes de transport qui sont concernés par son service. Et rapidement, une question à son attention, où en est la loi qui réglemente la logistique en Tunisie? Nous avons un vide juridique, nous, à ce niveau-là. Et j'ai personnellement répondu
à plusieurs invitations de ces Mahjoub pour préparer le projet de loi qui, depuis, je crois, est sur les bureaux du chef du gouvernement. Il nous répondra par la suite pour nous dire vers quelle date on aura justement cette loi qui réglemente la logistique. Pour revenir aux problèmes liés à l'export, et nous avons plusieurs fois parlé de l'exemple marocain, et à juste titre, quand nous savons que le Maroc a été capable de répondre justement suite à l'embargo russe sur les produits européens, a inondé le marché russe dans les 48 heures. Et ce qui a facilité les choses pour les Marocains, c'est justement les plateformes installées au Maroc. Et je pense particulièrement à la plateforme qui est installée à Agadir, qui est spécialisée pour les conteneurs frigo. Et c'est une base donc avec une escale, des quais, etc. C'est cette base qui, avec les connexions, je me permets, puisque je suis président du conseil de CMA-CGM, c'est CMA-CGM qui a permis aux produits marocains de naviguer un peu partout vers toutes les destinations du monde. Et CMA est également opérateur au port de Tanger et opérateur également au port de Casablanca. Nous, si Wassim est au courant, le gouvernement tunisien a dressé une liste de projets éligibles aux partenariats publics-privés. Parmi ces projets, 3 concernent justement le monde portuaire et maritime. Je commence par le premier, je ne vais pas m'étaler sur les autres parce que le premier est assez avancé, c'est le ROPAX à Bizerte. Nous parlons souvent des problèmes de RADES, mais il y a également des problèmes au niveau de Goulette. L'idée d'un port, justement, donc, je le redis de nouveau, c'est prévu par le gouvernement tunisien et évidemment par l'OMP, c'est d'avoir une nouvelle structure à Bizerte, un terminal roulier, c'est-à-dire destiné aux bateaux rouliers transportant les semi-remorques et pour le trafic car-ferry pour les passagers. D'une réalisation facile à faire vu que le site choisi est sur le canal de Bizerte, donc pas de problème de tirant d'eau. L'emplacement géographique de Bizerte est intéressant sur le bassin méditerranéen et il y a déjà 4 heures de navigation de gagner pour venir de Marseille, de Barcelone ou de Gênes. Ce que je voudrais demander à ces Mahjoub, et moi je pense que c'est ça sa responsabilité, c'est d'essayer de booster ce projet-là dont l'étude a déjà été déposée depuis mi-février à la direction de la marine de l'OMMP, donc notre office de la marine marchande, qui continue, lui, à gérer l'ensemble des ports du pays, alors que nous sommes en train d'appeler à une décentralisation de cette gestion et permettre l'émergence justement de structures autonomes au niveau de chaque ville portuaire. Ça, nous n'avons pas le choix. Nous savons très bien que l'OMMP, c'est une structure d'après l'indépendance pour permettre au pays d'avoir une infrastructure portuaire. Aujourd'hui, il est grand temps de passer à autre chose. Parce que nous n'allons pas pouvoir solutionner nos problèmes avec le port de Radès. Le port de Radès, aujourd'hui, reçoit à peu près 80% du trafic des conteneurs, alors qu'au départ, le port de Radès n'a jamais été conçu pour le conteneur. C'est un port destiné pour les semi-remorques. Et quel que soit le bricolage dont a parlé Siraz tout à l'heure, on ne réussira jamais à le faire fonctionner convenablement. Le TOS est tombé dans l'eau. On attend depuis de longue date maintenant l'extension 8 et 9 des quais à Radès et ça n'arrive pas. Et le bricolage, c'est fini. Il va falloir passer à autre chose. Siraz aussi a parlé des interventions de M. Pascal Lamy, qui, je vous rappelle, préside justement le Forum de la mer qui a lieu à Bizerte. Malheureusement, cette année, c'est compromis puisque c'était prévu au mois de juillet. Mais ça a été une opportunité pour nous de lancer l'idée de ce projet de ROPAX et intéresser tous les opérateurs qui, justement, font du roulier. Évidemment, c'est CMA-CGM y est, Corsica Line, l'armement national tunisien y est. J'ai rencontré les directions de toutes ces entreprises et tous, justement, exprimé le vœu de faciliter la concrétisation de ce projet. Donc, si aussi vraiment la tâche elle est grande à votre niveau, le transport multimodal est entre vos mains. Si vous voulez aider l'exportation du pays, et comme tout le monde le dit autour de cette table, c'est vraiment vital pour le pays. C'est vraiment le moment qu'au niveau de votre direction centrale, il y ait vraiment les moyens humains et matériels pour faciliter les opérations à l'ensemble des opérateurs. Et merci pour l'écoute.
Merci beaucoup. Merci, Sir Khaled Ben Gharbia, pour cette intervention enrichissante, là où il y a beaucoup d'informations, et on donnera la parole à M. Mahjou pour répondre à une partie des questions. On prend une autre question et on essaye de laisser la parole à nos invités pour parler de ces problèmes-là. Siad El-Baneni. C'est bon, je pense que vous pouvez parler là. Siad, juste il faut activer le micro. Bon, sinon, alors, est-ce que, Monsieur Wessim Mahjoub, est-ce que vous pouvez répondre aux questions de Monsieur Khaled Ben Gharbia pour les soucis qu'ils ont au port? Si Wissem. Je vais commencer par, disons, l'état d'avancement du projet de loi sur les plateformes logistiques. Actuellement, nous sommes au stade, disons, d'une lecture critique du projet de loi et nous avons préparé les textes d'application qui sont liés à ce projet de loi et qui est relatif essentiellement à l'aménagement et l'exploitation des zones logistiques. Il y a un autre texte qui sera préparé concernant le statut des prestataires de services logistiques. Ça, c'est un chantier qui n'a pas encore été attaqué. On a commencé par le projet de loi sur les plateformes logistiques pour encourager les investisseurs à investir au niveau du réseau national des plateformes logistiques, sachant que pour la période 2016-2020, nous avons programmé l'implémentation de 5 zones logistiques de l'ordre de 580 hectares. L'investissement n'a pas eu lieu, mais en termes de maturité des projets, nous avons avancé. Nous disposons actuellement des études technico-économiques de ce réseau de plateformes logistiques. Donc, nous disposons des APS et bientôt, maintenant, on va, disons, créer une structure exécutive similaire à celle qui a été créée au Maroc, l'AMDL, l'Agence marocaine de développement de la logistique, qui va piloter le lancement des appels d'offres pour l'aménagement et l'exploitation de ces zones en PPP avec le secteur privé. Donc, d'ici fin 2020, on va, disons, présenter le projet de loi avec les textes d'application au Parlement. Concernant, disons, le développement du transport multimodal et, disons, le développement de projets d'infrastructure dans les ports de l'intérieur, à savoir le port de Bizerte. Nous sommes en train, disons, de militer au niveau de la Direction générale de la logistique pour, disons, adopter plutôt une vision globale du développement de la logistique. Le développement de la logistique n'est pas tributaire de l'amélioration de la performance du port de l'Adès. Le développement de la logistique, il est tributaire, disons, de plusieurs facteurs, y compris le développement de l'infrastructure portuaire, disons, pour tout le pays. Donc, le développement des ports existants, à savoir le port de Bizerte, de Sfax et de Gergis. Et il est tributaire aussi de la création d'un nouveau port en eau profonde pour, disons, permettre à la Tunisie de jouer le rôle, disons, d'un hub logistique et de faire rayonner le réseau de plateformes logistiques qui a été identifié, qui, disons, va avoir une dimension nationale et internationale et qui va nous permettre, disons, de mieux exploiter notre position stratégique vis-à-vis de l'Europe au niveau de la région de la Méditerranée, mais aussi d'exploiter la dimension africaine. Donc, le projet, disons, du terminal roulier de Bizerte, on va essayer, disons, de voir avec l'OMP pour essayer, disons, de le booster et de le faire avancer. Et j'espère que, disons, à travers la création de cette structure exécutive
qui sera une société à participation publique, où il y aura le secteur privé et le secteur public, va être une force de proposition pour faire avancer ce genre d'idées et éviter des initiatives qui sont parfois non cohérentes. Et disons d'utiliser les atouts des différents disons, ports existants. Bizel, elle est à 2 pas disons, des routes maritimes. Normalement, elle doit être dotée disons, d'un terminal routier et disons, elle peut prendre une partie de l'activité conteneur à terre avec une vision globale, tout en évitant le double emploi et tout en veillant à la complémentarité entre les différents ports du commerce, y compris le nouveau projet de port en entreprendre prévu à Anfila. Merci. Alors, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je vois la question de M. Adel Baneni qui est adressée à M. Lotfi Cheli concernant la haute commission des exportateurs. Donc, il demande où est passée la haute commission des exportateurs. Il y a aussi M. Sessi Amar qui voudrait prendre la parole. Est-ce qu'il y a... C'est bon, il faut juste activer le micro. J'y suis là, c'est bon? Merci. Est-ce qu'on m'entend? Oui, 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 bien sûr. Bien, je peux y aller? Oui, allez-y, allez-y. Bon, il y a mes premières remarques vont vers ce qui a été développé, c'est autour des infrastructures qui existent aujourd'hui, soit les améliorer, soit les diversifier. Enfin, je reviens sur les propositions qui sont faites, qui sont beaucoup plus audacieuses que cela. Et en Tunisie, nous méritons déjà, à mon sens, la Tunisie est, d'un point de vue géographique, elle est on ne peut mieux installée que pratiquement tous les pays de la Méditerranée. C'est-à-dire qu'on est en deçà par rapport aux idées développées, etc. On est en deçà de ce que mérite cette terre-là, sur le plan historique, mais aussi sa place à prendre aujourd'hui. Par exemple, Gabès et Zarzis sont 2 ports. Zarzis a une zone franche et il va y avoir une extension à ma connaissance. Et personne ne pense vraiment, je n'ai pas entendu de toute façon, parler de cette zone-là pour désenclaver le sud et avoir une entrée en Afrique, par exemple, sur des pays qui sont réellement enclavés, tels que le Niger, le Tchad et le Mali, et peut-être aller plus loin. Sachant que le sud de l'Algérie, qui devient une force de production, etc., on pourrait s'associer. Ils ont un accès sur le port de Gabès qui leur est plus proche que le port d'Alger. Et toute cette zone, il faut, à mon avis, penser à créer un sérieux hub ou au moins une vision pour une activité économique et pour aussi, on en a besoin en Tunisie, pour activer une zone qui a toujours été oubliée. Voilà, merci. Merci à vous. Donc, alors, qui voudrait répondre à ces questions? Bon, on commence par la première question. Donc, si Cheli, est-ce que تسمعني؟ أيوة. Donc, على la haute commission des exportateurs. المجلس الأعلى للتصدير. المجلس الأعلى للتصدير من اللي تعقد الجلسة الأولى اللي في أوائل 2019 ما وقعش جلسة أخرى. وفعلا في الظروف هذه فما تفكير في عقد جلسة، لأنه ربما فما العديد من القرارات اللي يلزم تتخذ في أقرب الوقت باش تعاون اقتصاد البلاد وتعاون المصدرين على تحدي العديد من الصعوبات. ربما صحيح أنا بيدي سمعت أنه فما قريب قاعدين يحضروا خيان
أنه تعقد جلسة للمجلس على التصدير في أيامات أخرى، ربما بسبتمبر، ربما مش عارف. فما فعلا الحديث على أنه تعقد جلسة للمجلس على التصدير. أنا حبيت نرجع على حاجة أخرى فضلك، ممكن؟ أي تفضل. تو الشعارات كثيرة، التصدير رهان الصادرات، التصدير رهان المصير، ولكن نسمع في بعض الأحيان من بعض الوخيان في أعلى مستوى يقول لك تو التصدير راه ما هوش أولوية، وهذا راه خطر صافي، لأنه تو بلادنا في أحوج ما يكون لدخول عملة. إذا في غياب السياحة منين باش تجينا العملة إلا من التصدير؟ فلا بد أن نعاونوا المصدرين ونسهلوا لهم الإجراءات ونبسطوا لهم الإجراءات، هذه واحد. اثنين، لا بد أن نلقاو حلول باش نرجعوا لعجلة الاقتصاد للدور. ما تصورش العديد من الحجر باش تعود بمنظره كبيره على البلاد، يلزم ناخذوها ولكن بكل حيطه وبكل حذر، ما نسكروش جمله وما نسيبوش جمله. لحد الان العديد من الشركات وخاصه شركات التجاره الدوليه المفروض ما عندهمش خطوره، ما همش يخدموا في 20,000 بشر ولا مئات البشر، ولا هو شركات التجاره الدوليه فيها 3 4 من الناس 5 من الناس، يعني كيف يخدم على روحه ويعاون عجله الاقتصاد، لانه هو باش يعاون المصانع على ايجاد منافذ للتصدير نتاعهم، المنتوج نتاعهم. فالمفروض شركات التجاره الدوليه هذه في الوقت الراهن نعاونوهم باش يتحركوا، وتو يلقاو صعوبه كبيره باش ياخذوا تراخيص للتصدير للتحرك التنقل هذايا، ما يلقاوش فيه شكون الاذان الصاغيه اللي باش تعاونهم على الحصول على ترخيص التنقل، وهذه معضله كبيره. Alors, merci beaucoup. Alors, qui voudrait répondre à la question de Monsieur Sessi Amar? Je peux, s'il te plaît. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Donc, pour prendre un peu le sujet rapidement de Sessi, concernant l'utilisation tripartite, je dirais, des infrastructures existantes et leur développement dans un sens où ils soient utilisés d'une manière optimale. Je vais parler du port de Gabès, par exemple. Connect, comme vous savez, elle est spécialisée un peu dans les régions, donc on était au niveau de Connect national, on a fait notre conseil d'administration à Matmata, et là, il y avait le gouverneur de Gabès, et on a parlé longuement de l'exploitation de cette ligne routière, et il y a même un financement, juste pour que vous le sachiez, un financement chinois qui est prêt pour lier Oued Souf au port de Gabès. Et là, tout le monde sera gagnant. La Tunisie sera gagnante en termes d'exploitation de cette infrastructure portuaire. Et comme l'a dit Sissi, les Algériens seraient gagnants en ayant juste à faire 250 km au lieu de 1000 km pour atteindre la rive sud de la Méditerranée qui est à l'extrême nord. Donc, tout le monde sera gagnant et le secteur transport, les transporteurs tunisiens seraient aussi gagnants dans ce secteur. Pour croiser cette idée à ce qui a été dit concernant le Niger, par exemple, la Connect internationale, elle était au Niger juste avant le confinement. Elle y était avec l'STB et la Sonivoc. Juste une petite parenthèse pour M. Christophe qui a parlé des banques marocaines. C'est vrai, ça fait mal au cœur, il a parfaitement raison, mais la Tunisie a été pionnière à un certain moment en termes de création de filiales bancaires en Afrique. La Sonibank, qui existe jusqu'à aujourd'hui, qui est la filiale de l'STB, en est une preuve. Et j'espère du fond du cœur que c'est après Covid, là, on va avoir un petit choc, on va revenir à ces gloires-là et refaire vivre cet aspect. Donc, je reviens à l'autoroute transsaharienne qui a été élaborée par nos amis algériens. Donc, cette autoroute, elle arrive jusqu'aux frontières du Niger. Et un entrepreneur tunisien a fait la suite de Niamey jusqu'à la frontière algérienne sud. Donc, il y a beaucoup à faire sur cette route puisque, comme vous le savez, le Niger est un pays exploité. Excusez-moi,
c'est le Ramadan. C'est un pays enclavé. Donc, il est exploité aussi. J'ai rien dit. Non, mais on le dit ensemble, ça engage moins les responsabilités. Juste pour changer d'humeur, et c'est bien que ça se passe comme ça, parce que je voudrais. Donc, il y a du travail à faire d'une manière triangulaire entre nos amis algériens, nous, Tunisiens et les Nigérians, pour pouvoir gagner énormément de temps et mettre en place un système de transport fluide. Vous savez, c'est 15 jours de transport par camion. Par contre, pour aller sur le port de Cotonou, ça demande pratiquement 2 mois avec, comme vous le savez, les problèmes du port de Radès et le fait qu'il y ait cette congestion constante du port. Donc ça, je ferme la parenthèse de Monsieur Sessi. J'espère que j'ai été bien clair sur ma vision des choses, vu qu'on a eu cette expérience-là sur le Niger et sur le sud tunisien. Mais, je veux mais enchaîner. Pardon, ce sont des réflexions, mais pour lesquelles il n'y a pas encore eu de réponse. Soit de réponses concrètes ou au moins un début. Il y a un début. On vient de créer un copil au niveau de Connect International, constitué par des personnes il y a même parmi eux qui sont présents parmi vous, Madame Ahlem, qui est la présidente de Connect Riena. Il y a aussi Semil Mokni et il y en a 2 experts algériens qui sont avec nous pour étudier la faisabilité et éventuellement compter un peu sur le soutien de nos amis bailleurs de fonds pour faire une étude de faisabilité de ce genre de trajet qui va faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent à tout le monde. Pardon, juste une petite parenthèse. Le trajet, bien entendu, il sera le bienvenu et il jouera son rôle pleinement. Mais il y a le hub dont je parlais aussi, qui doit être derrière et le port de Gabès et le port de Zarzis, de manière à ce qu'il y ait les échanges, parce que c'est ça aussi l'intérêt économique, c'est pour désenclaver, il va y avoir du volume, mais il va y avoir aussi des zones qui seront appelées à faire de la transformation dans un sens ou dans l'autre. Excusez-moi de vous interrompre. Pardon. Vu que ce n'est pas vraiment le vif de notre sujet, maintenant on est en train de parler du Covid et de l'export. Juste, je vais fermer la parenthèse, si vous permettez, avec, vous entendez parler de la zone franche qui a été mise en œuvre et que le ministère, l'OCT, a déjà pris le titre de propriété. La zone de Ben Guerden qui va être une solution pour cette région, une grande solution pour cette région. Mais je pense qu'on doit profiter de la présence de Cédris et de Sicheli et de Christophe pour parler un peu vraiment du sujet. Et je sens que beaucoup de personnes sont vraiment impatientes d'entendre et de faire valoir le fait que ce Covid, il va permettre une transformation et une prise de conscience générale qu'il faut mettre en œuvre. Parce que le problème, excuse-moi Selma, je termine avec cette phrase que je pense importante. Notre problème, Sil Gharbi, c'est la digitalisation. Donc, on doit vraiment trouver des solutions et vraiment profiter de ce Covid pour que la machine exportatrice profite de l'exportation, de la digitalisation. Donc, si on ne digitalise pas notre opération d'exportation, on ne pourra pas avancer. Si le visa d'embarquement, comme a dit Lotfi Chilli tout à l'heure, les sociétés de commerce internationales trouvent des difficultés énormes. Imaginez-vous, maintenant, on est face à des recettes de finances qui sont fermées. Comment voulez-vous qu'on obtienne des bons de commande visés par les recettes des finances pour pouvoir faire les achats en suspension de la TVA et exporter? Et tenez-vous bien, pour avoir ces visas, ces bons de commande, il faut obligatoirement avoir ce qu'on appelle ce fameux visa d'embarquement. Et là, je souligne le fait que ce visa d'embarquement, pour l'avoir, que ce soit au port de Radès ou à n'importe quel port, c'est un vrai calvaire. Et je me limiterai à ce mot-là, calvaire, pour ne pas dire autre chose. Donc, ce visa d'embarquement, il est nécessaire qu'on trouve une solution digitale
pour que monsieur le douanier qui est sur son ordinateur face au scanner, il fait passer la remorque ou le conteneur et il fait sortir par un simple utilisation d'un clic, il fait sortir ce fameux document qui est nécessaire pour obtenir les visas d'embarquement. Merci, Salma. Merci. Alors, je voudrais juste prendre une question qui concerne The Silk Road, la route de la soie. Alors, qu'en pensez-vous? Comment la Tunisie compte profiter? Oui, oui. Malheureusement, je dois y aller. Oui, merci beaucoup. On en a encore pour 5 minutes et bon, on doit respecter l'heure. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Christophe. Merci. Merci. On reste en contact. Merci. On reste en contact, oui. S'il vous plaît, juste pour répondre à la question du visa d'embarquement. Oui, allez-y, Monsieur Driss. Voilà. Je n'ai pas voulu répondre au début parce que le problème des visas d'embarquement, côté douane, il est résolu depuis un mois. La Direction générale des douanes a mis en place une transaction permettant l'octroi du visa d'embarquement électroniquement, mais actuellement, il y a un blocage, je ne savais pas où, à quel niveau, parce que la douane, notre système d'information, il est relié à la plateforme TTN, mais les opérateurs qui ont demandé le visa d'embarquement reçoivent un message de côté TTN, ce n'est pas la douane. Ça fait un mois que notre direction générale qui a mis cette transaction en exploitation, et on s'abstient actuellement de donner le visa par voie manuscrite, comme c'était auparavant. Mais il y a un problème quelque part au niveau de la plateforme TTN. Voilà. C'est le Gharbi. Donc, comment est-ce qu'on peut résoudre cette… Il y a plusieurs opérateurs qui m'ont contacté ces derniers jours concernant ce problème. Je les ai dit d'imprimer le message et de contacter la plateforme TTN qui est responsable de ce problème. Merci. Donc là, on est sur la bonne voie, je pense, puisqu'il y a un mois, ça a été… Oui. Salma, excuse-moi, je suis sur terrain. Je tiens vivement à remercier le colonel-major Gharbi pour cette information. C'est un vrai scoop. Un vrai scoop. Je n'ai pas voulu répondre au début parce que impliquer d'autres structures. Mais je vous assure que depuis un mois, une note au service nous a fait parvenu de s'abstenir de donner manuellement le visa d'embarquement, étant donné que l'administration a mis en place le visa d'embarquement électronique. Merci pour cette bonne nouvelle. Mon colonel, merci beaucoup. Merci pour cette information enrichissante. Alors, on va prendre encore 2 questions, puisque bon, on doit respecter l'heure. 2 questions. Après, je vais donner la parole à Monsieur Wahab pour présenter la plateforme de la Connect post-Covid. Alors, donc la route de la soie, je pense que, Razi, est-ce que tu peux répondre à cette question? Oui, tout à fait. C'est une question très pertinente. D'ailleurs, je vais répondre à 2 questions en une. Zarzis, le sud, et la route de la soie. Comme vous savez, on a signé en juillet 2018 la route de la soie sans véritable vision de ce qu'on pouvait faire avec les Chinois. En d'autres termes, qui صححنا avec les Chinois كنا عاملين عليهم مزية باش يجيو يبنيوا طرقات ومستشفيات في تونس sans savoir que on devait réfléchir au contraire de façon contraire. Comment attirer des investisseurs chinois, publics et privés, pour faire la concurrence avec, encore une fois, avec le Maroc et d'autres pays d'Afrique. Comme vous savez, la route de la soie, c'est quelque chose de très ambitieux, et les Chinois sont vraiment dans une logique commerciale et business. Donc, mis à part une aide humanitaire qu'on a vue sur les masques et sur les respirateurs, etc., ils sont vraiment sur une logique commerciale. Donc là encore, il y a un effort à faire de notre côté à nous pour pouvoir attirer ces investissements. Les Chinois sont présents dans le sud
Et j'avais écrit dans un papier précédent que coopération chinoise et coopération européenne n'étaient pas un jeu à somme nulle. Aussi bien l'un que l'autre de nos partenaires ne devaient pas s'offusquer qu'on fasse appel à des Chinois pour de la coopération, d'investissement et d'infrastructure. Il est évident que nos besoins dépassent largement ce que l'Europe peut faire ou ce que les investisseurs peuvent faire. Et certainement, les investisseurs européens sont loin d'être dans la logique d'aller dans le sud de la Tunisie pour faire des choses et des projets qui ne sont pas forcément des projets qui ne sont pas forcément sexy. Donc, en 2 mots, ce que je vois, c'est que les Chines pourraient faire une bande d'est en ouest, en partant du sud de Zarzis jusqu'à la frontière avec l'Algérie, pour développer et animer et dynamiser toute cette zone-là. Cela se prépare, c'est un plan ambitieux de développement intégré que l'on pourrait même discuter avec nos amis européens pour que personne ne se sente lésé. C'est pour ça qu'il faut revenir très vite à la table de négociation, aussi bien avec les Européens qu'avec les Chinois. Et un petit mot aussi sur l'agriculture. Cette crise de Covid a fait renaître chez les Européens une envie de santé et de bio. C'est une chance à saisir de notre côté. Comment enfin mettre en place une politique agricole, une vision de ce que doit être notre agriculture en fonction de nos ressources naturelles, en eau, en terre, pour pouvoir l'adapter aux besoins bio du consommateur européen. Voilà, 2 mots pour conclure. Madame Salma, rapidement, si vous permettez, à la route de la soie. Si vous Merci beaucoup. À propos de la route de la soie, il faut savoir que les Chinois, principaux intéressés justement de la route de la soie, sur la ligne qui part, les lignes maritimes qui partent de Chine pour venir vers l'Europe en passant par le canal de Suez, ils n'ont pas laissé un seul port intéressant pour eux sans y avoir mis la main dessus. À commencer à la sortie de Suez, ils sont maintenant propriétaires des murs au Pirée, donc en Grèce. Et puis, tout le monde sait, autour de cette table, qu'ils ont acheté le port de Trieste, en Italie, et le port de Gênes, pour y construire 2 ports en eau profonde, à part les ports qui existent déjà. Et puis, les Chinois, évidemment, ils ne vont pas attendre les initiatives régionales parce qu'eux, ils ont leur propre ligne de conduite avec ces 2 acquisitions en Italie. Et puis, là, en plus de ce qui a été acheté en Grèce, et la ligne ferroviaire qui part de Chine jusqu'à Londres. Vous comprenez ce qu'il nous reste à faire, nous, pour la route de la soie. Et moi, je conseille de l'oublier parce que nous sommes vraiment d'ores et déjà hors jeu. Merci. Merci beaucoup. On n'est pas vraiment hors jeu, il faudra revenir là-dessus. Salma, il faudra qu'on organise un autre webinaire sur la vision avec la Chine. Alors, oui, bien sûr. Même l'achat du port de Trieste est anticonstitutionnel et va être remis sur la table en question. Donc, on a encore toutes nos cartes jouées. Oui, c'est un bon thème pour notre prochain webinaire. Absolument. Alors, si Wissem Mahjoub... Juste un complément. Oui, allez-y. Juste un complément par rapport, disons, au pôle économique de Gergis, qui est composé du pôle existant, de la zone d'activité économique et de la future zone logistique. Nos amis chinois étaient intéressés par ce projet-là, mais lorsque nous avons mené, disons, des réunions de coordination avec la partie chinoise, il n'y avait pas une vision, parce que la Tunisie n'avait pas besoin seulement d'un financement, mais elle avait besoin d'un partenaire stratégique qui aura, disons, la capacité de drainer un trafic additionnel, disons, à la Tunisie, pour développer les échanges avec la partie, disons, la Libye et l'Algérie. Donc, cette vision, disons, du mixage entre un groupement de Chinois qui serait intéressé par ce pôle économique composé de 3 composantes, à savoir le port, la zone logistique et la zone d'activité économique, était basé essentiellement sur un besoin de financer un projet d'infrastructure avec un crédit concessionnel, un taux d'intérêt bonifié, une période de grâce considérable. Mais ce n'était pas le besoin, disons, de ce genre de projet. C'était l'objet, la recherche d'un partenaire stratégique qui acceptera d'orienter une partie de son trafic vers la destination, disons, Tunisie.
Merci beaucoup. Alors, une dernière question avec Monsieur Wajdi Darmoul et après on passe à la présentation en 5 minutes de la plateforme de la Connect et bon, après on sera obligé de quitter parce que bon, pour respecter l'horaire. Monsieur Wajdi Darmoul. Est-ce que vous êtes là? Alors, Wahab, est-ce que vous oui, me- Aslem, oui, on vous entend. On vous entend. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour ce webinaire en termes de contenu, mais aussi en termes de forme, étant donné que cette forme est numérique. Donc, moi, je voulais un peu parler de la digitalisation et j'ai deux questions un peu directes. Parler de la digitalisation étant une solution ou une solution qui pourrait contribuer à résoudre les problèmes post-Covid. Donc, la question est, est-ce qu'il y a une task force ou un think tank au sein de la Connect pour faire avancer les choses? Donc, là, c'est la première question. Et la deuxième question, on sait qu'il y a un domaine d'exportation en Tunisie lié aux nouvelles technologies, qui est un domaine qui reste un peu très limité en Tunisie, qui a des besoins très spécifiques. Et est-ce qu'il y a des structures et d'organisations qui aident ces sociétés ou ce domaine à se développer en post-Covid et à résoudre les problèmes très bloquants en Tunisie pour ce genre d'activité? Merci beaucoup, si Wajdi. Donc, Wajdi, samahni. Donc, pour la question sur donc le côté digital, et là, je vais donner la parole à Wahab, qui est avec nous, membre à la Connect, qui va nous parler de cette partie-là. Wahab. Merci, Salma. Tfadal. Donc, bonjour à tous. Merci pour cet excellent webinaire. Donc, je me présente, c'est Wahab Warteni. Je suis le président du groupement Intech de la Connect, qui est un des groupements qui travaille justement sur le digital et dont on a plusieurs programmes en cours d'élaboration. Effectivement, aujourd'hui, le digital, c'est une des réponses aux problèmes post-Covid. Donc, on sait tout le monde que le Covid a créé une vague de problèmes assez conséquents et assez inédits. Et le digital, il a déjà résolu quelques-unes d'entre elles. On parle par exemple de télétravail. Ce webinaire en soi, c'est une des solutions qui a été proposée, qui a été imposée par le digital. Et aujourd'hui, heureusement, c'est relatif. Donc, on peut dire heureusement que ce coronavirus a mis l'accent sur l'aspect de la digitalisation et commencer à réfléchir sérieusement à ce que les entreprises prennent cette voie-là. Donc, le processus de la digitalisation, c'est un processus très compliqué. Il ne repose pas seulement sur les outils et les plateformes et les solutions. C'est tout un process. Et on aura très prochainement, Inch'Allah, l'occasion de le présenter. Déjà, je vous annonce que nous avons un webinaire la semaine prochaine, au début de semaine d'après, sur la transformation digitale et la relance économique, défis et opportunités. Mais bon, là, je vais très, très vite pour que Mme Salma respecte le timing. Merci. Je vais très, très vite passer pour la présentation de la plateforme que nous avons réalisée, justement, une des solutions, une des propositions que la Connect a eu l'idée de faire. C'est vraiment de créer une plateforme qui rassemble déjà, et je vais tout de suite partager cette plateforme-là pour que tout le monde puisse suivre. Donc, cette plateforme-là, elle regroupe, là je vais partager mon écran et vous pourrez voir avec moi directement donc de quoi je parle. Est-ce que tout le monde a la plateforme sur son écran? C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, c'est déjà, je commence par le lien covid19.connect.org.tn, covid19.connect.org.tn. Alors, c'est une des réponses que la Connect a apportées dans cette problématique-là du Covid. Entre autres, ça repose sur 4 axes. Le premier axe, c'est le rassemblement de toutes les informations et de toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement
dans une foire aux questions où tout le monde peut y accéder. On sait aujourd'hui que le ministère des Finances a des textes de loi et des décrets qu'il a instaurés, le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, de tous les ministères. Donc nous, on a essayé de regrouper toutes ces mesures-là dans une seule et même base de données à travers une liste de questions-réponses. Donc c'est les questions-réponses les plus fréquentes qui ont été rassemblés par nos experts. Je citerai à titre indicatif Maître Hassan Berjab pour les questions juridiques, Madame Raouda Triki pour les questions sociales, Monsieur Walid Mahjou pour les questions fiscales et Madame Shiraz Trifi. Donc c'est une liste de questions-réponses. Donc là, si on affiche toute la liste, on aura à peu près une quarantaine de questions-réponses répertoriées selon leur type. Donc, il y a des questions fiscales, des questions sociales, des questions juridiques et d'ordre général. Et pour chaque question, il y a une réponse. Je dis à titre d'exemple, le confinement affecte-t-il la liberté de travail et de circulation? Comme réponse, oui, sans exception, etc. Donc, c'est un texte très banalisé, très simplifié pour que chaque entrepreneur puisse avoir très facilement la réponse et très rapidement. Donc, le deuxième volet, c'est vraiment quelque chose de très impressionnant. C'est qu'on a, à travers une cellule de crise qui a été créée à la Connect, donc nous avons créé un formulaire où toute entreprise, si elle ne trouve pas ce qu'elle cherche dans les questions-réponses, eh bien, elle pourra formuler une demande assez spécifique en remplissant ce formulaire-là. Donc, elle pourra mettre son nom et prénom, son entreprise, son secteur d'activité, email et téléphone pour qu'on puisse après la joindre, donc sa région, et donc le sujet de la demande, le type, et formuler sa demande. Donc chaque entreprise, chaque entrepreneur, s'il a des questions par rapport au Covid, après le Covid, les mesures à prendre, même s'il a besoin d'un conseil fiscal, d'un conseil social, donc il pourra disons, nous solliciter et nous recevrons directement la demande à laquelle un de nos experts, donc toute une cellule a été créée pour répondre à ces questions. Il y a aussi une liste d'actualités qui sont en rapport avec les mesures qui ont été prises par le gouvernement. Par exemple, en dernière actualité, un système digital pour les déclarations d'impôts. La Banque centrale de Tunisie prend une nouvelle mesure se rapportant au leasing et au factoring. Donc, ici, vous pouvez trouver toutes les actualités, toutes les informations en rapport avec le Covid-19 et après Covid-19, d'autant plus qu'il y a une cellule d'assistance qui pourra répondre à toutes vos questions. On a, pour finir, on a aussi essayé de créer, disons, un petit référentiel, un petit manuel de procédure que vous pouvez trouver en téléchargement libre et en grand format pour que chaque entreprise puisse le télécharger et l'imprimer dans ses locaux. Donc, c'est le consigne de sécurité sanitaire pour la continuité des activités en période d'épidémie. Donc, on a essayé de rassembler le nécessaire pour que chaque entreprise puisse reprendre ses activités en toute sérénité, en prenant, disons, les mesures organisationnelles et individuelles nécessaires pour l'aspect sanitaire. Donc, voilà en gros ce que représente la plateforme. Elle est en perpétuelle évolution. Donc, vous pouvez à tout moment la consulter et voir ce que vous pouvez en récolter. Voilà, merci pour cette intervention. Merci beaucoup, Wahb. Alors, je pense que là, le webinaire va prendre fin. S'il y a une intervention ou s'il y a quelque chose à rajouter. Oui, Madame Khaled Ben Rabia, pour la dernière fois, pour vous saluer. Et vous félicitez, vous, Madame Salma, pour votre savoir-faire pour animer ce débat. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Alors, donc, pour résumer, donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes, mais on voit là qu'il y a beaucoup de solutions. Tout le monde donc, est en train d'aider et de mettre des plateformes de différentes sortes pour résoudre ces problèmes-là.
C'est vrai que bon, là, on est en train de s'adapter et ce webinaire-là est un exemple concret. Donc, le mot d'ordre, c'est agilité et efficacité. Et avec toutes les bonnes actions, je pense qu'on peut vraiment profiter de cette situation et la rendre bénéfique pour les entreprises exportatrices et pour les entreprises et pour l'économie tunisienne d'une manière générale. Alors, il y a beaucoup de questions et on a reçu plein de mails. Là, on va préparer un résumé de toutes les solutions, de toutes les plateformes qui existent en ce moment pour aider les entreprises exportatrices. Donc, on vous envoie dès que possible un mail au courant de cette semaine. Et comme a dit Wahab, donc, vous avez le lien pour la plateforme de la Connect pour répondre aux différentes questions. Merci à tout le monde. Merci d'avoir répondu présent. Et voilà, je vous remercie. Je remercie tout le monde. Merci. Merci. Shehia Taïba. Merci beaucoup. Juste un mot de remerciement à Madame Salma, à Monsieur Fouad, à tous les présents à ce webinaire. Et je considère que ce webinaire est la cellule ou le noyau de digitalisation que vous avez déjà parlé tout à l'heure. Donc, on espère que cette expérience se répète et on nous considère, nous, la douane, comme partenaire aux opérateurs économiques. Et merci à vous. Merci Sidris. Merci beaucoup. Colonel, soyez-en sûrs, là où vous êtes nos partenaires. Et soyez sûrs qu'on va continuer sur la lancée au niveau de Connect et Connect International pour développer ces liens et les renforcer. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. سلامة شهية طيبة. عايش سلامة شهية طيبة tout le monde. شهية طيبة يعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة. سلامة الناس الكل. au revoir. Au revoir. سلامة شهية طيبة. شهية طيبة. au revoir. سلامة.